Donc, je voudrais d'abord présenter le livre que nous avons traduit et publié. Et ensuite, je vais parler de la vie et de l'œuvre de Chamblou, Ahmad Chamblou. En fait, ce livre se compose de deux parties. La première partie, c'est la biographie complète de Ahmad Chamblou. C'est exceptionnel parce que ça n'existe pas en Occident, même dans le monde anglophone, ça n'existe pas. En fait, une biographie aussi complète. La biographie, on l'a rédigée à partir d'un texte par Aïda, l'épouse de Ahmad Chamblou. Chamblou est décédée, mais elle est toujours en vie, Aïda. Et c'est elle qui a rédigé un texte court de biographie de Chamblou. Et après, un de nos amis, une professeure de littérature en Iran, l'a traduit en français. Et puis, je l'ai complété. C'est donc, on parle des événements de sa vie, ses ouvrages, en fait, et aussi ses souvenirs, les souvenirs de Chamblou, les souvenirs de Aïda, et beaucoup de commentaires des chercheurs ou des écrivains sur la vie de Chamblou et sur la poésie. Là, en fait, il y a une centaine de pages de biographie. Après, la deuxième partie se compose de ces poèmes, 125 poèmes. On a choisi 125 poèmes sur 300. En fait, il a rédigé pas beaucoup, mais il a écrit pas beaucoup, 300 poèmes dans toute sa vie. Mais il a fait beaucoup d'autres choses. Donc, on a choisi 125 avec, en fait, on est deux, en fait. D'abord, le premier traducteur, c'est Media Kashidiar. Il vivait en Iran, il est décédé malheureusement dernièrement. Il avait traduit une partie de ses poèmes. Il me les a confiés, donc, mais il n'a pas réussi à compléter son travail. Et moi, récemment, j'ai commencé à ajouter aussi 70 poèmes. Dans l'ensemble, ça fait environ 150 poèmes. Donc, c'est un travail de deux traducteurs. Vous allez voir, si vous prenez le livre, il y a la biographie de Media Kashidiar, le premier traducteur, et une courte biographie de moi à la fin du livre. Donc ça, c'est le livre. L'intitulé, c'est très important, c'est la passion de la recréation. En fait, c'est un concept qu'on peut appliquer à la vie et à l'œuvre de Chamblou, parce que c'est en fait recréation ou reconstruction, c'est le combat de sa vie. Toute sa vie, il a reconstruit sa personne, en fait, sa vie, ses œuvres et aussi les œuvres des autres. J'expliquerai. Voilà. Chamblou, en fait, Ahmad Chamblou, il est né en 1925. Donc, et après, il est décédé en 2000 ans, l'an 2000. Ça fait, donc, il est mort à l'âge de 75 ans. Il est né à Téhéran, il est décédé à Téhéran. Mais il s'est déplacé beaucoup tout au long de sa vie en Iran et à l'étranger. Aïda Chamblou, Aïda Sarkissian, elle est arménienne. Donc, elle est née en 1939, elle est toujours en vie. Donc, elle a à peu près 88 ans actuellement. En fait. Chamblou, en effet, s'il était vivant, ce serait son centenaire aujourd'hui, 1925-2025. Moi, ce que je vais faire, c'est diviser la vie de Chamblou en deux périodes différentes, en fait, très distinctes.
la première période, en fait, c'est de sa naissance, 1925, à 1965, où il rencontre Aïda. Pourquoi c'est important? Parce que Aïda, c'est en fait le point tournant dans la vie de Chamblou. C'est à partir de là que Chamblou évolue beaucoup, en fait, qui grandit grâce à Aïda et aussi qui développe ses capacités, ses compétences et aussi publie beaucoup de poésie de très bonne qualité. En fait. C'est un événement déterminant, en fait, la rencontre avec Aïda. C'est aussi important parce que normalement dans la poésie persane, surtout classique, la femme n'est pas présente, en fait. La femme présente, mais c'est une femme imaginaire, en fait, irréelle, abstraite, parce qu'il s'agit de la poésie mystique, en fait. Mais il y a des poètes qui ont abordé, par exemple, les femmes, en fait, qui parlent des femmes, comme Ferdowsi, le grand poète national, en fait, Nezami, qui a publié plusieurs recueils, par exemple, comme les 7 portraits dans lesquels 7 femmes instruisent le roi Bahram, le roi sassanide de l'Iran. C'est les femmes qui éduquent et instruisent le roi, comme Shahrazad qui aussi, avec ses contes, essaye d'éduquer en fait le roi. Donc, comme la femme est présente, je disais, mais c'est une femme imaginaire. Il n'y a pas de femme réelle dans la poésie classique persane. Même dans la poésie moderne, c'est un peu rare encore. L'avantage de Chamblou, c'est que pour la première fois, il introduit la femme, sa femme, dans la poésie. Et il écrit beaucoup de poèmes pour elle. Une partie de ces poèmes dans son livre, c'est les poèmes d'amour dédiés à Aïda. Pendant la première période, en fait, il y a plusieurs événements qui déterminent la vie de Chamblou. D'abord, son enfance. Il est fils d'un militaire de l'époque de la dynastie Pahlavi, c'est le fondateur, Reza Shah. En fait, c'est à cette époque, c'est le père du deuxième roi, en fait, iranien. Donc son père, il est militaire, il se déplace tout le temps, en fait, à travers l'Iran, et il part en mission, et il déplace aussi sa famille, tout le temps, en fait. Donc, il n'a pas l'occasion de suivre une éducation systématique ou académique, ou rien de tout ça. Et il arrive à terminer le premier cycle du lycée, en fait, c'est tout. Il n'a pas fait d'études, en fait. Il ne pouvait pas, parce que son père, il était un militaire rebelle, et normalement, à l'époque du Shah, on envoyait les militaires rebelles vers les régions très arriérées ou les moins développées, comme dans le sud, au Kurdistan ou Sistan, Baloutchistan. Donc, en fait, il était un sunni. Il y a des insoumis en Iran aussi. Voilà. Donc, il n'a pas pu compléter ses études, en fait. Mais il y a un événement qui l'a incité à s'intéresser à la littérature. Son grand-père, il recevait une magazine, en fait, dans lequel il y avait des contes, des histoires, des nouvelles. Et pour la première fois, quand il est enfant, il lit une nouvelle d'un écrivain français, en fait. Donc, à partir de là, il est attiré par la littérature occidentale, en fait. Deuxième événement, ils avaient une domestique dans la famille
Et la domestique se servait des mots très particuliers, des mots populaires en fait. Et Chamblou ne comprenait pas, il demande à son grand-père en fait ce que ça veut dire, où est-ce qu'on peut trouver ces mots. Il dit ça ne se trouve pas dans les dictionnaires. C'est la langue du peuple en fait, la langue populaire. Donc il faut peut-être contacter les gens ou chercher dans plusieurs sources pour connaître ces mots. C'est pour ça qu'il essaye de noter lui-même, quand il est enfant en fait, des mots employés par les gens de la rue en fait. Donc il commence à compiler les expressions, les proverbes et tout ça, et tout au long de sa vie il fait ça. Il compile en fait plusieurs volumes d'une encyclopédie de la culture populaire, qui est toujours en cours. Il a publié plusieurs volumes. Après, c'est Aïda qui a repris son travail. Après, un autre événement très important dans sa vie, il est témoin d'une scène de punition d'un soldat dans la caserne de la ville où ils habitaient, en fait. C'est un soldat qui est puni, qui est fouetté, en fait, par les autres soldats. Et par hasard, il est témoin de cette scène. Il est tellement bouleversé et choqué qu'il dit quand même qu'à partir de ce moment, il va combattre la tyrannie, l'oppression et l'injustice. Ça, c'est un autre combat de sa vie. Et il restait fidèle à ces combats, en fait, à ses idéaux de combattre toutes sortes de dictatures, d'oppression, de l'injustice, en fait, monarchique ou islamique, les deux. Un autre événement important dans cette période, la période de jeunesse, d'enfance et de jeunesse, il y avait deux filles arméniennes qui étaient voisines de Chamblou, de la famille de Chamblou, dans le sud de l'Iran, dans le Sistan-Baluchistan. Et là, ils jouaient du piano. Les deux filles arméniennes, ils jouaient du piano. Donc, quand il entend en fait cette musique, il s'intéresse à la musique occidentale, c'est-à-dire la musique occidentale. Il ne savait pas à l'époque de quelle musique il s'agissait, mais après il a compris que c'était Chopin plutôt. Et il était très impressionné, et toujours enfant en fait, très jeune en fait. Et toute sa vie, il a poursuivi cette activité, en fait cette écoute de la musique occidentale, et étudier et connaître. Et vraiment, il est devenu un expert en musique occidentale. Voilà. Ça, c'est des événements déterminants pour la vie de Chamblou. Il y a aussi des rencontres, en fait, qui sont très importantes pour lui. D'abord, il rencontre un intellectuel iranien, un critique littéraire, un poète, qui est Morteza Keyvan, il s'appelait, et c'est lui qui, en fait, qui l'a formé, qui l'a initié à la littérature. Littérature iranienne de l'époque, en fait. Et aussi, il a plutôt formé, initié à la vie politique, en fait. Il a plutôt, en fait, l'influencé pour ses idées politiques de l'époque. Il a une tendance de gauche, en fait, socialiste, plutôt. Lui, Keyvan, il était socialiste, communiste, en fait. Il était membre du Parti communiste iranien. Il est arrêté après le coup d'État de 1953 contre un premier ministre élu iranien, Mohammad Mossadegh, et il est arrêté et il a été exécuté, en fait. Donc, il a été très touché par cet événement.
Donc il est resté solidaire des militants politiques toute sa vie. Ça, c'est aussi un autre combat. Encore un autre événement, en fait, une rencontre. Il voit un morceau d'un poème dans un journal un jour, et il cherche l'auteur, et il le trouve, c'est Nima Yushit, qui est le fondateur de la poésie moderne iranienne. Donc, il saisit cette occasion pour le rencontrer, et il devient le disciple de ce poète, fondateur Nima Yushit. Il est devenu disciple de ce grand poète, et il a essayé de promouvoir en fait la poésie de Nima Yushit. C'est une poésie moderne. C'est pour la première fois en fait qu'il y a cette poésie moderne iranienne par Nima Yushit. Et parce que Nima, ce qu'il fait, il casse les règles de la poésie classique en fait. Mais il reste quand même dans le cadre de cette poésie classique, mais surtout il change le contenu de la poésie, parce que poésie classique c'était poésie mystique, religieuse, mais lui il a modernisé, il a été très influencé par la poésie européenne, Nima Yushit, et il connaissait bien, il fréquentait une école française, donc il connaissait le français et il lisait la poésie française et américaine. Et Chamlou devient disciple de ce poète, de ce fondateur de la poésie moderne. Encore une autre rencontre qui est très déterminante pour l'avenir de Chamlou, c'est la rencontre avec Fereidoun Rahnama. C'est un autre intellectuel iranien, plutôt cette fois libéral, qui a vécu et fait des études en France, en fait, qui connaissait très bien la poésie occidentale. Et quand il rentre en Iran, il rencontre Chamlou et lui propose d'étudier en fait la poésie occidentale, essentiellement française, mais aussi européenne en fait. Donc, Chamlou il fait la connaissance de la poésie européenne à ce moment-là, après la rencontre avec ce monsieur, qui était un grand intellectuel qui connaissait très bien la poésie française. Voilà, ça c'est pour la première période. Donc là, vous avez quelqu'un qui s'est développé énormément, en fait, qui a commencé à... C'était une personne autodidacte, mais il a fait beaucoup d'études. Il connaissait la musique, ils avaient des convictions politiques, et il a publié un premier recueil de poèmes, l'air vif ou l'air frais, en fait, et qui est vraiment l'un des plus beaux recueils de poésie iranienne, toujours en fait. Donc, il a deux ou trois dimensions qu'il faut noter en fait. Dès sa jeunesse, il s'intéressait au journalisme. Donc, il a fondé toute sa vie, il a fondé une trentaine de revues littéraires selon les modèles occidentaux en fait. Surtout les françaises en fait. Donc les revues littéraires il invitait tous les gens, en fait tous les jeunes de l'Iran de lui envoyer des poèmes, des nouvelles et des contes et tout ça, des pièces littéraires, tout ça. Donc pendant toute sa vie, il a fondé, il a travaillé dans une trentaine de revues littéraires. Une autre chose qu'il a fait avant de rencontrer Aïda, il a commencé à traduire les poètes et les romanciers occidentaux. Il était très influencé par l'Occident, il est très orienté vers l'Occident, en fait, parce qu'il voulait être moderne à tout prix. En
Donc, c'est pour ça qu'il cherchait toujours, en fait, les poètes européens. Il était adorateur de Lorca, par exemple, Garcia Lorca. Il connaissait les poètes de l'Amérique latine, de l'Amérique aussi, surtout les poètes noirs de l'Amérique, et il connaissait très bien la poésie française aussi. Mais à travers les traductions, il lisait les traductions de la poésie. Il connaissait le français un peu, mais il ne maîtrisait pas parfaitement, mais quand même il lisait, parce qu'il épouse une dame qui a fait des études littéraires en France, en fait, qui était professeur de français, et il a vécu environ 4 ans avec elle. Donc il était initié à la langue aussi. Quant à ces femmes, en fait, il s'est marié 2 fois, en fait. D'abord, il s'est marié avec une dame qui était professeure de l'activité physique, en fait. Il a vécu pendant 10 ans avec cette femme, et il avait 4 enfants de cette femme, Ashraf, Eslamier. Et puis, après 10 ans, en fait, il a divorcé. Il épouse la professeure française qui était Tulsi Haeri, qui était une personnalité très en fait, compétente en matière de langue et littérature. Donc il a appris beaucoup auprès de cette femme aussi. Mais après 4 ans, il s'est séparé. En fait, sa première femme était imposée à lui par son père. C'est le père qui l'a obligé d'épouser en fait, la première femme. La deuxième, c'est lui qui a choisi, mais il ne s'entendait pas, en fait. Elle était l'aînée de Jean-Loup de Vuitton, en fait, mais lui, il avait une vie très bouleversée, chaotique, en fait, désordonnée, en fait. Donc, ça ne marchait pas. Il a commencé à boire, à consommer de la drogue et tout ça. Et on arrive à ce point de rencontre avec Aïda. Et Aïda change tout, en fait. Avec Aïda, on ne peut pas boire trop, on ne peut pas se droguer. Donc, elle l'a obligé d'arrêter tout ça. Avec Aïda, il faut changer les fréquentations aussi. Mais surtout, elle lui donne, elle a vécu pendant 5 ans avec lui. Elle est restée fidèle à lui et il est resté sa femme jusqu'à la fin de sa vie. Aïda, elle était en fait issue d'une famille arménienne qui venait de la Caucase. En fait. Les ancêtres venaient de la Caucase. En fait. Mais les Arméniens s'étaient installés en Iran depuis des années, depuis des milliers d'années en fait. Donc, mais son père, il s'est installé à Téhéran et Aïda a fait des études secondaires et puis elle a fréquenté une école de commerce aussi, mais elle étudiait la langue française aussi. Elle était amoureuse de la musique aussi. Donc, ça convenait Jean-Loup, en fait. La musique, la poésie et tout ça. Et elle était jeune, elle avait 25 ans, Jean-Loup avait 38 ans, en fait, quand il s'est marié. Il avait déjà 2 femmes, et il s'est marié 2 fois, et il avait 4 enfants de cette femme. Et il était au chômage quand il s'est marié avec Aïda. Donc c'est Aïda qui l'a sauvé. Après, en fait, là, dans la deuxième période, Jean-Loup est devenu un monument de la littérature persane, l'un des plus grands poètes contemporains. Et en fait, même selon ses ennemis, ses détracteurs, ses adversaires, Jean-Loup, il y a un consensus sur le fait que Jean-Loup, c'est un grand poète. En fait. Il a publié une quinzaine de recueils de poésie. Il a compilé plusieurs volumes
de cette encyclopédie de la culture populaire, et il a traduit une centaine de poètes et écrivains européens. Il ne maîtrisait pas tellement le français, la langue, mais il réinventait en fait. Il disait qu'il faut iraniser en fait les textes. C'est ce que j'ai dit. En fait, ça c'est le fil rouge qui traverse la vie de Champloup, la recréation. Il s'est reconstruit lui-même plusieurs fois, parce que vraiment, en fait, il avait plusieurs tendances politiques, il transformait ses convictions tout le temps. Il était socialiste, révolutionnaire, mais il chérissait l'idée de la liberté. Il était un mélange de Camus et Sartre, les deux, en fait. Révolution, mais aussi la liberté, hein, qu'importe. Donc il restait fidèle à ses idéaux, ses convictions. Il s'opposait à toutes sortes d'oppressions, de tyrannie, de dictature. Et puis, mais il n'est pas devenu communiste soviétique. Il restait critique à l'Union soviétique, au communisme soviétique, en fait, mais il était socialiste, en fait. Il reste socialiste jusqu'à la fin. À la fin, il évolue encore et il devient humaniste, en fait. Plutôt, il se définit par humaniste, en fait. Champloup, c'est le poète le plus lu en Iran, en fait. Il organisait des soirées de poésie qui rassemblaient des centaines, même des milliers de personnes. C'était un phénomène rare. Il publiait des recueils qui étaient publiés à 30 000 exemplaires, par exemple, recueils de poésie. Et il organisait des soirées à l'étranger, en Suède, aux États-Unis, en Allemagne, en France. Et chaque fois qu'il donnait en fait, une conférence ou en fait, une lecture de poésie plutôt, il y avait des milliers. C'est un phénomène rare. Vous ne pouvez pas imaginer en fait l'accueil des Iraniens à l'étranger ou en Iran, même en Iran, ou même des Européens pour la poésie de Champloup. Il a été nommé pour le prix Nobel de la littérature. On ne lui a pas donné. C'était à l'époque où Romain Gary a obtenu le prix, mais on ne lui a pas donné, en fait. Mais il a été nommé. Et donc, voilà le bilan de la vie, de sa vie. Aïda, elle était très intelligente. Elle a pris le soin de Champloup et elle a appris beaucoup de choses de lui. Elle disait, Champloup, c'est mon université, en fait. Mais elle a développé aussi ses compétences elle-même. Elle a appris beaucoup de choses. Elle a participé dans les activités de Champloup. Et elle a pris en charge cette encyclopédie de la culture en plusieurs volumes, en fait, qui est toujours en cours. Et elle continue son travail. Voilà.